Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée. Bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé. Après quelques semaines d'absence, nous voilà avec vous, avec plein de pêche pour vous servir et vous tenir en haleine pendant 55 minutes en complicité, bien évidemment, avec nos spécialistes en la matière. Nous ouvrons donc nos portes et fenêtres de ce 28 juillet 2019 comme pour thème l'infertilité du couple. Vous n'êtes pas sans savoir, cher public de Dites-moi tout, docteur, que tous les couples n'ont pas la chance de faire des enfants naturellement. Le problème, longtemps, était attribué, pour obtenir un enfant, était attribué à la femme. Et aujourd'hui, la science révèle que les responsabilités sont imputables au couple. Qu'est-ce que c'est ce mal sans exagération? Quelles sont les solutions que les spécialistes peuvent apporter pour aider les couples dans le besoin? Pour comprendre donc ces questions et des bonnes réponses, nous avons invité sur ce plateau, nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Baldé Ibrahima Souri, médecin gynécologue échographiste à la maternité de l'hôpital Yansdine, maître de conférences agrégé des universités, point focal en Guinée du groupe interafricain d'études de recherche et d'application sur la fertilité, en abrégé FIRAS, et docteur Mamadou Hadi Diallo, maître assistant et gynécologue également, obstétricien au CHU Donka. N'est-ce pas, docteur? Merci encore une fois, cher public, et bienvenue à tous. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre, de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie. Pour nous joindre, donc, appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant qu'on vous libère l'antenne, nous allons poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après ceci. Sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'infertilité du couple fou. Je le disais tout à l'heure que ce thème hante beaucoup de couples dans les ménages et nous avons le plaisir de recevoir une fois encore ces spécialistes en la matière, les gens qui apportent, les professeurs et les maîtres assistants qui apportent leur expérience pour aider les couples. Professeur, je voudrais savoir, avant de commencer donc ce thème, avant de rentrer en profondeur, quel est le portrait type des couples qui viennent vous voir? Est-ce que c'est des jeunes couples qui viennent de se marier, qui viennent vous voir pour des consultations, ou des couples mixtes? C'est l'homme qui est plus âgé ou c'est l'inverse, la femme un peu plus âgée? Alors, quel est donc le portrait type? Merci. Bon, pratiquement, il n'y a pas un portrait type. Pratiquement, tous les types de couples sont concernés. Il y a des jeunes couples parfois, il y a aussi des couples d'un âge un peu moins, comme des couples d'un âge avancé. Très bien. Alors, en lecture simple ou en définition très terre-à-terre, l'infertilité, professeur, vous m'avez appris ça la dernière fois, c'est l'incapacité ou la difficulté de concevoir, de mettre au monde un enfant. Alors, docteur Diallo, on parle, nous les profanes, on entend l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. Qu'est-ce que c'est? Merci madame pour l'invitation d'abord. Pour bien cerner ce thème, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'infertilité. Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de couples qui en souffrent en Guinée. Quand on était au collège, on traitait souvent les femmes de stériles, alors que ce n'était pas vrai. Avec l'évolution de la science, on a compris en Afrique aussi que les hommes ont leur part de responsabilité dans l'infertilité. Donc l'infertilité du couple est un problème social fréquent partout, car au niveau mondial, elle concerne un couple sur 6, soit 15%.
C'est un chiffre qui n'est pas négligeable. La fertilité normale permet de donner la vie afin de perpétuer l'espèce humaine. Et le don de la vie est l'une des expériences les plus exaltantes de l'existence humaine. Et malgré ceci, il arrive pourtant que certains couples attendent involontairement et impatiemment pendant des années pour bénéficier de cette merveilleuse expérience. Parfois même cette naissance tant espérée n'arrive jamais. L'infertilité est souvent vécue comme une épreuve pour un couple et peut porter atteinte à l'union du couple ou à son harmonie. C'est extrêmement important de le préciser parce que c'est un problème social d'abord. Oui. L'infertilité est primaire quand il n'y a jamais eu de grossesse. Dans la vie d'une femme? Dans la vie d'une femme. Ou d'un homme aussi? Oui. Très bien. Les deux. D'accord. Là, c'est primaire. Ok, d'accord. Là, c'est primaire. En français facile, c'est comme ça qu'on peut définir. C'est l'absence de grossesse ultérieure. Et ça concerne le couple, encore une fois. C'est secondaire, c'est quand il y a eu des naissances auparavant. Une ou plusieurs naissances auparavant. Vous pouvez voir par exemple une femme qui a un enfant qui a 16 ans, qui vient vous voir, docteur, mon enfant a 16 ans, depuis ça je n'ai pas pu concevoir. Donc c'est là que les investigations, il y a plein de problèmes comme ça. Là c'est secondaire en fait. D'accord. Voilà. Professeur, en tout cas on a dit que les responsabilités, comme il a dit, et comme docteur a dit, elle a dit tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. Alors, il y a eu des chiffres quand même qui ont été attribués à l'homme, c'est-à-dire les pourcentages à l'homme et à la femme. Pouvez-vous revenir là-dessus? Oui, bon, et dans 30% des cas, la cause est attribuable à la femme, dans 30% aussi à l'homme, dans 30% au couple, c'est-à-dire à l'homme et à la femme. Et dans 10% des cas, après tout le bilan, il n'y a aucune cause qu'on trouve. On parle ainsi d'infertilité inexpliquée. Alors, les 100%, il y a aussi l'environnement, vous l'avez dit, si je me rappelle. Il y a aussi les 10 autres pourcents, c'est les causes inconnues. Oui, c'est ce qu'on appelle infertilité inexpliquée. D'accord. Infertilité. Alors, si tel est le cas, infertilité inexpliquée, alors ce couple-là ne pourra plus faire d'enfants? Il pourra parce que ce n'est pas au fait un problème de solution mathématique, c'est une question d'augmenter une probabilité. Tant que le couple, c'est-à-dire a une vie sexuelle normale, la femme voit ses règles, il y a toujours une chance, quel que soit peu, même si elle est minime parfois, s'il y a certains facteurs qui sont associés. Tout tourne autour des causes. Oui. Ce que vous cherchez toujours à déterminer, oui. Quelle est la cause pour que ce couple-là, après un an de mariage, le couple ne conçoit pas. Oui. Alors, quelles sont donc les étapes pour définir les causes? D'accord. Quand nous recevons un couple pour un problème d'infertilité, il y a d'abord une première consultation. Après la première consultation... La première consultation consiste à quoi exactement? La première consultation consiste d'abord à examiner la femme et puis l'homme. Et dans l'examen, on doit interroger non seulement la femme, voilà, sur son âge, sur son passé obstétrical, est-ce qu'elle a eu à porter des grossesses avant? Ça nous permettra d'abord de situer est-ce qu'il y a une infertilité primaire ou secondaire. On doit l'interroger sur l'âge qu'elle a vu dont les premières règles sont survenues. On doit l'interroger aussi sur son passé pathologique. On doit interroger l'homme aussi. On doit examiner aussi, faire un examen gynécologique pour la femme et un examen clinique pour l'homme. Au besoin même pour l'homme, on peut s'aider par un médecin urologue, andrologue. Voilà. Maintenant, au terme de l'examen clinique, il y a un premier bilan paraclinique que nous prescrivons au couple. Pour la femme, il y a l'échographie pelvienne qui permet d'apprécier l'état des organes génitaux internes, à savoir l'utérus, les ovaires et les trompes parfois en cas d'anomalie. Cette échographie aussi permet de faire le monitorage ovarien pour le compte des follicules antraux qui doivent être rompus pour libérer l'ovule afin qu'il ne soit fécondé par un éventuel spermatozoïde. On doit faire le test de 1 heure pour apprécier la qualité de la glaire cervicale. On doit faire également la courbe thermique, la courbe de température, qui permettra à peu près de situer la période d'ovulation, bien que bon, il y a des tests d'ovulation qui ont simplifié maintenant la courbe ménothermique qu'on utilisait avant parce qu'elle a beaucoup de contraintes. Il y a des tests urinaires d'ovulation qu'on fait maintenant. Chez l'homme aussi,
on doit faire le spermogramme, l'étude du sperme, et la spermoculture pour voir s'il n'y a pas une infection spermatique. On doit faire également l'échographie de l'appareil génital, l'échographie des bourses, à la recherche de certaines causes d'infertilité, telles que les varicocèles ou d'autres pathologies également. Maintenant, au terme de cette première consultation, en fonction des résultats obtenus, il peut s'agir soit d'une cause qui est retrouvée, qui est évidente, il peut s'agir d'une cause probable, comme il peut s'agir aussi qu'aucune cause ne soit trouvée. Là, on parle d'infertilité inexpliquée. Maintenant, après aussi, il y a d'autres examens qu'on peut prescrire en deuxième intention. Il peut s'agir chez la femme des dosages hormonaux, tels que le dosage de la FSH, de la progestérone, des estrogènes, de l'AMH, l'hormone antimüllérienne qui apprécie la réserve ovarienne. On peut faire également la cystoscopie diagnostique pour voir l'état des trompes, faire une épreuve bleue pour apprécier leur perméabilité. Maintenant, chez l'homme aussi, on peut faire des dosages hormonaux. La FSH, la LH, ce sont des hormones hypophysaires, la prolactine, ainsi que la testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine aussi, qui intervient dans la reproduction. D'accord. Professeur, vous avez fait une lecture large, certainement. Madame Ba qui est là-bas, ou Madame Hawa qui est là-bas n'a rien compris. Moi, j'ai un peu compris. C'est-à-dire que les causes sont connues après avoir établi un bilan. Oui. Alors, on détermine tel, qu'est-ce qui a engendré ou qu'est-ce qui a causé ça. Pourquoi le couple n'arrive pas à faire... alors, le processus pour connaître ces étapes-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est une cause infectieuse? C'est une cause... c'est-à-dire, dans son parcours, qu'est-ce qu'elle a eu à faire dans sa vie? Est-ce que les avortements, tout ça? Vous demandez tout cela, n'est-ce pas, professeur? Oui. Alors, si tel est le cas, si ces questions, par exemple, sont réunies, vous pouvez aider le couple. Oui. Parce qu'il ne s'agit plus de la femme, mais plutôt le couple. Oui. Alors, si c'est le cas, les traitements, on ne parle pas de traitement. Si c'est la femme, par exemple, qui ne peut pas, comment est-ce que vous expliquez, comment vous les approchez pour leur faire comprendre que le problème vient de madame ou de monsieur? Parce que c'est un peu gênant. Oui. Et quand la cause vient d'un partenaire. Oui, merci. Bon, c'est ce que souvent je dis au couple, que l'infertilité, c'est un problème de couple. Car c'est deux personnes qui peuvent faire un enfant. Donc, et les causes sont partagées. Voilà. Contrairement à ce qu'on pensait surtout chez nous et dans beaucoup d'autres pays africains, les causes sont imputables à la femme, alors que l'homme et la femme se partagent à part égale les causes. Bon, si on donne à titre d'exemple certaines causes chez la femme, nous avons les anomalies des voies génitales qui peuvent être d'origine non infectieuse, telles que les synéchies utérines, telles que certaines tumeurs utérines, telles que les fibromes utérins, l'endométriose. Il y a aussi d'autres causes qui sont infectieuses, liées aux infections sexuellement transmissibles, qui sont même d'ailleurs les plus fréquentes chez nous. Les infections à chlamydia trachomatis, les salpingites, à gonocoque, à chlamydia trachomatis, ainsi que les adhérences tubaires post-infectieuses, qui peuvent être également responsables d'infertilité, parce que pour qu'il y ait la fécondation, il faut que les voies génitales soient libres. Il y a également les troubles de l'ovulation, qui peuvent être dus soit à une anomalie ovarienne primitive, telle que la dystrophie ovarienne, ainsi qu'une anomalie aussi de la commande hypothalamo-hypophysaire, soit par une hyperprolactinémie. Il faut aussi des ovulations normales, pour qu'il y ait fécondation. Il y a aussi des causes immunologiques qui sont liées à une sécrétion des anticorps antispermatozoïdes au niveau du corps. Il y a aussi les anomalies de la glaire cervicale. D'accord. Maintenant, chez l'homme aussi, il y a les causes. Voilà, les troubles de la spermatogénèse, les anomalies hypothalamo-hypophysaires, certains problèmes des testicules tels que la cryptorchidie, l'ectopie testiculaire, les infections prostatiques des vésicules séminales, ainsi qu'également les causes immunologiques, les troubles de l'érection aussi, parce qu'il faut, pour qu'il y ait rapport sexuel complet, il faut qu'il y ait une érection normale. On en parle tout à l'heure. Les troubles de l'éjaculation aussi, tels que l'éjaculation précoce ou prématurée ou rétrograde. Tout ça là empêche. Voilà. Très bien.
Alors, docteur Hadi, professeur a parlé de beaucoup d'analyses, de bilans et autres. Oui. Toutes ces analyses-là, ça se passe à Donka, à Yazine. Est-ce que vous avez des laboratoires appropriés pour obtenir des résultats que vous recherchez? Oui, là, il y a assez de problèmes, madame. Mais il faut le dire, c'est une opportunité. Oui. C'est le plateau, cette émission sert de ça. Le bilan hormonal n'est pas disponible partout. Il y a certains laboratoires privés qui le font. Mais le coût, le coût n'est pas abordable. À tout le monde. À tout le monde. Donc il y a problème. Dans ce cas, le couple, il fait quoi? Dans ce cas, le couple... Oui, les gens se battent. Supposons qu'un problème de ce genre, du coût, demande un couple n'arrive pas à honorer, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une analyse qui coûte excessivement cher, le couple n'arrive pas à payer cela. Et comment on peut continuer le processus de traitement? Oui, le processus de traitement devient assez difficile, mais nous faisons notre mieux. Vous savez, dans tous les pays du monde, le traitement de l'infertilité, d'une manière générale, n'est pas pris en charge, malheureusement. Dans les pays où les gens sont assurés, l'assurance prend en charge, mais il n'y a pas de ligne budgétaire pour la prise en charge de ces cas comme ça dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics, parfois, ont des lignes budgétaires pour la prise en charge des maladies graves. Et comme l'infertilité n'est pas une maladie, c'est une situation sociale, comme je le disais, qui amène, disons, la maladie aussi, parce que ça traumatise les gens. S'il y a un traitement qui suit, ça devient Vous savez, une maladie. même dans les pays, dans les autres pays aussi, c'est comme ça. Malheureusement, même la fécondation in vitro, par exemple, elle n'est pas prise en charge après un échec. Vous devez payer de votre propre poche. Mais nous essayons de faire notre mieux. En ce moment, on fait ce qu'on appelle le traitement à l'aveuglette. C'est-à-dire vous n'avez pas une grande idée sur ce que vous n'avez pas vous ne pourrez pas avoir tout le bilan, mais vous essayez avec des médicaments qui sont abordables en fonction de la poche de la personne. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a des examens sur le plan technique qui ne sont pas disponibles. Le professeur Baldé en a parlé, mais qui est un examen extrêmement important pour la prise en charge de l'infertilité. C'est la laparoscopie. Parce que ça remplace du coup l'hystérosalpingographie qui fait très mal à nos serres. Si vous parlez avec les femmes qui ont eu l'hystérosalpingographie à Conakry, elles vont vous dire, docteur, ça fait mal. À l'opposé, vous avez... méthode, donc. Non, on n'arrête pas. Non, je dis c'est la méthode qu'il faut changer. Oh oui, la science a beaucoup évolué, madame. Pour ne pas nous faire plus mal. Voilà, les femmes ne doivent plus avoir mal. Je suis contre ça, moi. La célioscopie, vous la faites en anesthésie générale. La femme est sous anesthésie générale. Vous installez l'arsenal. Vous avez votre moniteur et puis en bas, vous installez ce qu'il y a à installer et vous injectez le bleu. Et à partir de l'écran, vous suivez le produit qui diffuse au niveau des trompes. Et s'il y a une obstruction, c'est très facile à diagnostiquer. Et c'est beaucoup plus précis que l'hystérosalpingographie. Parce que l'hystérosalpingographie, quand vous la faites, vous n'injectez pas suffisamment de produits de contraste. Ça amène une conclusion assez fausse parfois. Parce qu'ils peuvent conclure à des trompes bouchées, alors que les trompes ne sont pas bouchées. C'est arrivé dans la pratique. D'accord. Donc, il faut corriger dorénavant ce qui est arrivé de la pratique. Oui. Professeur, je crois que nous allons suivre un reportage donc de la rédaction politique du journal réalisé par Mounir Barry. Si l'élément est prêt, bien sûr. De l'infertilité, très peu de personnes pensent à l'homme avec petit H. Pourtant, la science révèle que l'infertilité du couple est à 50% imputable à l'homme et les causes sont diverses. L'infertilité, c'est l'impossibilité d'avoir une grossesse pour un couple durant 2 ans de rapport sexuel sans contraception. Mais le délai de 2 ans est ramené, d'après les données de la littérature actuelle, les avancées scientifiques, ce délai de 2 ans est ramené à 1 an. L'alcool, le tabac sont entre autres cités parmi les causes de l'infertilité. Pour fonder donc une vie de famille, il est nécessaire que le couple subisse des examens chez les spécialistes de santé. Les causes sont 30% pour la femme, 20% pour l'homme,
40% pour le couple, les deux associés, et 10% cause idiopathique, c'est-à-dire une cause indéterminée. Maintenant, pour la femme, nous avons les causes d'obstruction tubaire. Si les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne peuvent pas migrer pour aller rencontrer l'ovocyte, pour faire un œuf fécond. Nous avons les causes environnementales, c'est-à-dire le tabac, les habitudes alimentaires, l'obésité. Selon les spécialistes, l'âge n'influe pas sur l'infertilité chez l'homme, mais plutôt chez la femme. Il est donc conseillé, indique-t-il, de s'y prendre tôt, car au-delà de 40 ans, la femme est confrontée à la ménopause. C'est pourquoi les couples en âge de procréer, après 1 an de relations intimes, réguliers et complets sans enfants, le couple doit s'inquiéter. Comme pour dire que l'infertilité est un problème social et qui mérite une attention particulière. Les personnes qui sont dans les difficultés de procréer, c'est de consulter. Parce qu'à part la consultation, c'est en ce moment on peut découvrir un couple est infertile ou pas. Donc à travers les examens que nous avons menés chez l'homme et chez la femme, parce que c'est un problème de couple, et les problèmes que nous allons trouver, les pathologies que la femme ou bien l'homme présente, nous allons essayer de les prendre en charge. Professeur, docteur, vous avez vu le reportage qu'on a réalisé. Oui. Et docteur Keita a parlé des causes, le tabac, l'alcool, entre autres, l'environnement, tout cela, la chaleur aussi. Hein? Oui. Alors, tout ça là, ce sont des facteurs qui peuvent provoquer ou qui peuvent donner à la maladie. On a dit que c'est un... La chaleur altère la spermatogénèse. Voilà. Donc, une petite lecture par rapport à ces différentes causes que notre docteur de l'autre côté de Niazine nous a racontées. Oui. D'accord. Bon, pratiquement, les causes se complètent. Ce que j'ai énoncé comme cause complète aussi, c'est qu'elle a avancé également. Voilà, elle a mentionné quelque chose, le rapport sexuel régulier et fréquent et complet augmente-t-il, donc professeur, une question, ça devient une question, augmente-t-il la chance de tomber enceinte? Bon, pratiquement, ce n'est pas le nombre de rapports sexuels qui compte, mais c'est surtout la qualité du rapport sexuel. Qu'est-ce que vous appelez ici qualité du rapport? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait au bon moment. Le bon moment là, c'est la période d'ovulation. Voilà. On peut faire le rapport sexuel, plusieurs rapports sexuels pendant le mois, mais si on ne fait pas un rapport proche de l'ovulation, même si ce n'est pas au moment, mais au moins proche de l'ovulation, à quelques 2 jours avant, ou 3 jours ou plus, il n'y aura pas de fécondation. D'accord. Oui. Docteur Hadi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que le professeur Baldé a dit, c'est très important, c'est extrêmement important. Vous savez, la durée de vie de l'ovule, c'est 24 heures. Oui. La durée de vie du spermatozoïde, c'est 72 heures. Pour qu'il y ait conception, il faut tenir compte de ces notions qui sont extrêmement importantes. Et la compréhension de la reproduction humaine repose sur la compréhension du cycle menstruel. On ne peut pas s'en passer. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui considèrent nous ne prescrivons rien, nous ne faisons rien. Nous donnons des conseils. Après, tout le problème est réglé, madame. Tout de suite. Ça arrive. Vous pouvez voir un couple qui est infertile comme ça. Ils viennent vous voir, vous examinez, vous ne trouvez aucune cause. Comme l'a dit le professeur Baldé, cause inexpliquée. Vous parlez avec madame et monsieur. Vous vous rendez compte, par exemple, que la femme a un cycle de 35 jours. C'est un exemple que je vais vous donner. Une femme qui a un cycle de 35 jours. Et l'ovule, c'est bizarre, hein, mais au 21e jour. Pas au 14e jour. Wow. Vous comprenez? Ça demande une attention, vous l'avez dit, hein, oui. Une attention particulière. Oui. Vous avez des femmes qui ont des cycles de 45 jours. En ce moment, c'est plus compliqué encore. Ah oui. 45 jours, c'est encore plus compliqué. Parce que là, elle ovule au 34e jour. Donc, il faut expliquer toutes ces techniques-là à la femme, surtout qui n'est pas allée à l'école. Oui. Ça devient plus compliqué d'ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs, nous recommandons à toutes les femmes qui ne veulent pas avoir de grossesse, de ne pas, si le cycle n'est pas régulier, de ne pas se baser sur le calcul
au hasard, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ovulent. Ça peut fausser. Oui, qui ovulent au 14e jour. Oui. Là, il y a problème. Donc, la compréhension de la reproduction humaine repose sur la compréhension du cycle menstruel. Sur cette base, vous pouvez régler des problèmes sans médicaments parfois. Donc, c'est extrêmement important ce que le professeur Baldé a dit à comprendre. Quand vous avez un cycle de 21 jours, par exemple, là, l'ovulation aussi change. Vous avez l'ovulation au 7e jour. Donc, si la femme voit les règles 5 jours, au 7e jour, il y a déjà l'ovulation. Et l'ovule ne pourra survivre que 24 heures. Donc, du coup, si la femme n'a pas de rapport dans les 24 heures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais si elle a eu des rapports un peu... Bon, si elle vient juste de finir les règles, c'est que sûr, elle n'a pas eu de rapport. Dans ce cas, il faudrait absolument qu'elle ait des rapports vers le 7e jour. En tout cas, 24 heures après l'ovulation, sinon, l'ovule est parti. Sa durée de vie, c'est 24 heures. La durée de vie du spermatozoïde, c'est 72 heures. Quand tout est normal, surtout c'est l'homme. Parce qu'il y a des hommes aussi, ça pose problème, les spermatozoïdes. La mobilité, beaucoup de choses. Il y a beaucoup la qualité et tout ça. Voilà, la qualité, la dynamique en un mot. D'accord. Merci, madame. Professeur, aujourd'hui, le thème est vraiment nous enseigne beaucoup de choses et c'est très enrichissant. Mais la prise en charge, la technique, on dit la science évolue. Vous aussi, en médecine, tout évolue. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens pour la prise en charge, professeur Baldé? Bon, nous avons quelques moyens, mais nous n'avons pas tous les moyens quand même. Alors, vous n'avez pas tous les moyens que vous disposez, on en parle tout à l'heure, et puis vous profitez de cette émission pour lancer des appels. Le ministre, il adore cette émission. Oui, bien ça. D'accord, merci. Donc, pratiquement, la prise en charge repose sur plusieurs moyens. D'abord, ces moyens varient selon la cause de l'infertilité et selon le plateau technique, là où la prise en charge est effectuée. Maintenant. Et nous avons chez la femme d'abord les moyens médicamenteux qui reposent sur les antibiotiques au cas où il y a une infection qui est retrouvée, les anti-inflammatoires, la vitamine E qui stimule également l'ovogénèse, les hormones qu'on utilise soit pour déclencher l'ovulation ou pour maturer les follicules. Maintenant, il y a les moyens chirurgicaux aussi chez la femme, tels que si une cause, par exemple, est retrouvée concernant, par exemple, un fibrome, on enlève le fibrome, on fait ce que nous appelons myomectomie. S'il y a une synéchie utérine, on fait une hystéroscopie. Et s'il y a des adhérences péritubo-ovariennes qui bouchent les trompes, on peut faire une célioscopie suivie d'une adhésiolyse, à titre d'exemple. Maintenant, chez l'homme aussi, il y a les moyens médicamenteux, les antibiotiques, s'il y a une infection retrouvée, il y a les hormones, il y a également de la vitamine E, et il y a aussi la chirurgie. Cette chirurgie aussi peut également porter soit sur une libération des voies génitales en cas d'obstacle au niveau des voies génitales, parce que c'est au niveau des voies génitales que les spermatozoïdes circulent. Si je prends, à titre d'exemple, cette figure, quand le spermatozoïde est émis au niveau du testicule, il suit ici, voilà l'épididyme, puis il se poursuit. Professeur, il faut bien... Parce que voilà... Il se poursuit par le canal déférent qui vient jusqu'au niveau de la prostate. Et après la prostate, cette voie génitale se poursuit par l'urètre. Et c'est à ce niveau que ça continue jusqu'à l'expulsion lors des rapports sexuels. Maintenant, s'il y a une obstruction quelque part à ce niveau, le spermatozoïde ne peut pas migrer. Donc, cette chirurgie concerne la chirurgie, oui. Pas pour vous couper, ça se passe dans le service? Oui, la chirurgie... Ça, on n'a pas besoin de faire évacuer quelqu'un, non? Bon, sauf si on a besoin d'une célioscopie, parce que là, on ne fait pas de célioscopie, on ne fait pas d'hystéroscopie. On fait la chirurgie classique, la chirurgie conventionnelle. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi une cure de varicocèle, qui se fait aussi par la chirurgie, parce que la varicocèle, c'est la dilatation des veines spermatiques qui altère également la spermatogénèse. Là aussi, cette chirurgie se fait aussi dans notre hôpital au service d'urologie-andrologie. Maintenant, en dehors de ces moyens, il y a aussi les techniques d'assistance médicale à la procréation. Voilà, c'est-à-dire ces techniques constituent l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques qui
réalise la conception in vitro, la conservation des gamètes et des embryons, l'insémination artificielle et le transfert embryonnaire. Ces techniques peuvent être l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, l'ICSI. Mais pour le moment, ces techniques ne sont pas disponibles d'abord dans notre pays. Professeur, dans combien de temps? Bon, pratiquement, dans combien de temps? Nous nous battons. Et moi, personnellement, je suis point focal d'une société savante qui s'occupe des problèmes d'infertilité en Afrique. Donc, je suis en train de voilà, le girafe. Girafe, excusez-moi. Voilà, je suis en train de me battre auprès de cette société savante pour voir si, éventuellement, comme elle l'a fait pour d'autres pays africains aussi, même proches, le Mali, la Côte d'Ivoire, si également elle peut nous aider à avoir un centre de fertilité. Je pense qu'au niveau, sera une merveilleuse. Je pense qu'au niveau de l'État aussi, il y a un projet en cours sur la construction d'un centre de santé de la reproduction sur le site de Nongo. Le projet est en cours d'exécution. Je pense que toutes ces pratiques-là sont prévues. Professeur, l'émission c'est en 2 parties. Je crois que le numéro va s'afficher au bas de l'écran, mais avant, est-ce que l'on peut parler, en parlant de l'infertilité, on peut parler des moyens de prévention? Bon, pratiquement, il n'y a pas de moyens de prévention en tant que tel, parce qu'il n'y a pas assez de facteurs de risque qui sont mis en place. Mais le seul facteur de risque qui est prouvé partout, c'est l'âge. Maintenant, quand on s'adresse à ce facteur de risque, parce qu'il est prouvé, plus l'âge avance, la fertilité baisse. Donc, et l'obésité? Oui, l'obésité, c'est aussi un facteur de risque. Voilà. Maintenant, concernant l'âge, par exemple, si on prend la femme de 25 ans, elle a 25% de chance de concevoir si elle fait des rapports sexuels réguliers. Une femme de 25 ans. Maintenant, à 35 ans, elle n'a que 12% de chance. Les chances baissent. Voilà. À 40 ans, elle n'a que 6%. Et généralement, selon les statistiques, toutes les femmes, c'est-à-dire 50% des femmes de 40 ans ne font plus d'enfants, selon les statistiques. Et parmi les 50% qui font des enfants, la moitié des grossesses ne se soldent pas par des naissances vivantes, vu la fréquence élevée de certaines maladies liées à cet âge, telles que les anomalies chromosomiques. Donc, l'homme aussi, c'est vrai, la spermatogénèse, on dit, c'est-à-dire commence de la puberté et se poursuit jusqu'à l'existence. Contrairement à la femme, pour l'homme, la sexualité va encore plus loin. Mais à partir de 65-70 ans, elle commence quand même à baisser. Donc si on considère l'âge, nous conseillerons aux couples, aux femmes de faire les enfants le plus tôt que possible si leur situation sociale le permet. D'accord. Moi j'ai une question, mais allô, on va reprendre ce téléspectateur qui nous regarde et qui veut participer à l'émission. Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô, c'est parti. Et la question que je voulais demander, professeur, vous avez parlé de l'obésité, de l'âge, pas de prévention proprement dit. Alors, il y a un autre appel. On va prendre d'abord, ils sont prioritaires. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Ça aussi, c'est parti. Je crois que... Peut-être je vais rajouter quelque chose. Allez-y. Donc, il est extrêmement important d'insister sur ce que le professeur Baldé vient de dire. Vous savez, avec l'âge, pour que les téléspectateurs, il y a les cycles anovulatoires. Plus la femme avance en âge, plus elle a le risque de faire des cycles anovulatoires, c'est-à-dire des cycles sans ovulation. Elle peut voir les règles alors qu'elle n'ovule pas. Le risque aussi de faire des anomalies chromosomiques augmente avec l'âge, ça c'est prouvé par des données scientifiques probantes, par beaucoup d'études multicentriques. Ensuite, vous avez en Afrique, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'infection. Quand vous prenez par exemple le chlamydia trachomatis ou le gonocoque, ça c'est des bulldozers qui détruisent les trompes. Parce que ça détruit les trompes. C'est pourquoi vous avez souvent des infertilités qui sont liées
à l'obstruction tubaire, c'est-à-dire la trompe n'est plus perméable. Vous savez, la fécondation, il est extrêmement important de rappeler cette notion. La fécondation est liée au tiers externe de la trompe. Et l'œuf va migrer pour s'implanter dans la cavité utérine. Donc le point de départ, c'est le tiers externe de la trompe. C'est à ce niveau. Donc quand vous avez par exemple une femme qui a fait dans sa période d'activité génitale une infection à chlamydia trachomatis ou une infection à gonocoque ou d'autres germes capables de détruire les trompes et que ces germes sont parvenus à arriver au niveau des trompes et à les détruire ou à altérer leur qualité, parce qu'il y a des cils vibratiles là-bas. Quand ces cils-là ne fonctionnent pas bien, vous avez aussi ce que nous appelons la migration ectopique de la grossesse. C'est dans ce cas que vous allez avoir des problèmes encore, parce que là, il y a la grossesse extra-utérine. D'accord. Voilà, elle tue. Très bien. C'est un pourvoyeur de décès. D'accord. Voilà, donc il y a l'infection, il faut insister sur la prévention de l'infection. Et pour le moment, la prévention de l'infection repose sur l'utilisation des préservatifs. Et le couple avant le mariage, nous conseillons le bilan prénuptial. Ne pas aller payer de l'argent à la commune là-bas. Mais c'est ce que se fait en général. Hein. Le bilan prénuptial pour les deux. Voilà, s'il y a quelqu'un maintenant qui a une infection, on traite d'abord celui qui a l'infection. Ensuite, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des rapports sans préservatif. On ne pense pas à ça quand on est amoureux ou amoureuse. On dit que c'est des détails. Oui. Et parfois, les détails là nous rattrapent après une année. Bien sûr, bien sûr. C'est important, les examens prénuptiaux, tout cela. Oui. Et professeur, vous avez parlé de les préventions et tous les... pas de prévention à proprement dit, seulement l'âge compte beaucoup. Mais en Europe, par exemple, à 50 ans, une femme peut donner la vie. C'est compte tenu de la technologie ou je ne sais pas. Bon, là quand même c'est exceptionnel même en Europe. Hein. C'est très rare quand même. C'est très rare, voire exceptionnel. Au cas où peut-être il y a une ménopause tardive. Sinon la ménopause généralement c'est jusqu'à l'âge de 50 ans. Mais parfois il peut y avoir une ménopause tardive. Et là aussi c'est exceptionnel. C'est des exceptions. Oui. Professeur, comme on parle d'infertilité, c'est un facteur social. Est-ce qu'il y a une journée, vous avez pensé à une journée nationale pour, comme ça se passe avec les autres journées internationales, une journée pour vraiment rassembler les gynécologues et obstétriciens, en tout cas le service gynécologique pour sensibiliser en masse ce phénomène social. Phénomène social, je le mettrai entre guillemets. Merci. Oui, pratiquement à l'instar des autres pays, nous aussi nous y pensons. Et nous comptons le faire dans un avenir proche. D'accord. Oui. Alors, on va encore prendre cet appel-là. C'est parti. Professeur, docteur Hadi, est-ce que vous avez, par rapport à cette journée, il a dit, vous y pensez Est-ce que les moyens aussi, c'est lié à ça avoir une journée nationale à Conakry, bon, à l'instar des autres pays aussi, pour sensibiliser les femmes, comme nous sommes indexés par ce problème d'infertilité-là. Oui, ça ne demande pas de gros moyens, il faut la volonté. Oui, nous avons notre société savante ici, la SOGO, la Société guinéenne de gynécologie et d'obstétrique. D'accord. Voilà, donc nous allons y penser. Je pense qu'on peut organiser ça. Ça ne demande pas de gros moyens. Parce que c'est notre devoir de rassurer nos sœurs, de les venir en aide et de les accompagner dans cette difficulté. Parce que c'est vraiment difficile de ne pas avoir... En Europe, ça pose moins de problèmes sur le plan social. Mais en Afrique, surtout en Guinée aussi... Ça, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est vraiment un problème. Allô? Allô, oui, vous allez bien? Très bien. Votre nom, monsieur, d'où vous nous appelez? C'est Cissé Alphaour, je suis au quartier Béangène. D'accord. Votre question, s'il vous plaît. Oui, la question que j'ai, c'est juste demander les docteurs, parce que j'ai eu remarque. Laquelle? Au niveau de notre administration, si un docteur il a une clinique, par exemple. Il travaille, par exemple, dans un cas, il a une clinique dans le quartier.
il reste dans son clinique jusqu'à 10h, 11h. Il va à Donka, il trouve qu'il a 50 ou 60 personnes qui sont devant sa porte. Là, il travaille officiellement. Arrivé là-bas, il dit, maintenant, je ne peux pas prendre tous. Juste, je vais prendre 10 personnes. Est-ce que le docteur là ne doit pas? Il doit à l'État, il doit à la population guinéenne. D'accord. C'est ce question-là que j'ai pour eux. En fait, merci. Il a dit M. Baldé, je ne sais pas. En tout cas, il a dit. Au docteur. Non, en fait, la question, vous allez essayer de répondre. Sinon, ce n'est pas le thème. Voilà, mais vous allez essayer, c'est des questions peut-être sociales, mais en tout cas, vous allez essayer, mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, le thème, c'est l'infertilité. Messieurs, si vous le suivez, il faut poser des questions par rapport à ce que vous voyez à l'antenne. Le thème du jour, c'est l'infertilité du couple, pas ce que se passe dans les hôpitaux. Mais professeur, si vous pouvez essayer d'apporter une explication à cela, c'est un auditeur qui nous suit et qui veut participer, mais c'est sa façon d'apporter sa contribution à l'émission. Apportez quelque chose et faites-lui plaisir. D'accord, merci. Bon, et pratiquement, comme il le dit, s'il y a un médecin qui commence par sa clinique avant d'arriver à l'hôpital et qu'il trouve un lot de malades important et qu'il n'arrive pas à voir tout le monde, je ne pense pas que ça soit normal. Et bon, nous en tout cas dans notre service, nous ne le faisons pas. Pratiquement les services sont structurés et il y a un programme qui est fait le jour de consultation et en plus de ça, pour la gestion des urgences, le personnel est reparti. Très bien. Pratiquement, et ce problème ne se pose pas dans notre service. À Donka aussi, nous n'avons pas ce problème. Alors, si vous nous suivez, peut-être que ça s'est passé quelque part, mais ce n'est pas le cas de nos invités de ce dimanche. C'est pas ce problème. Voilà, alors c'était juste vous savez, madame, là, il faut préciser. Vous savez, les services universitaires sont bien structurés. Il y a toujours un enseignant de rang magistral qui est chef de service. Qui répartit. Pas de désordre, pas de désordre. L'université, c'est ça en fait. Donc, qui coordonne les activités. Donc, dans le CHI, moi, je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas témoin de ça. Voilà. Ça se passe pas. Ils ne sont pas témoins de cela, messieurs. J'espère que vous êtes satisfaits. On va attendre notre auditeur. On a dit que la journée n'est pas encore mise en place. Professeur, avant de continuer, vous avez quelques recommandations à ces couples qui ont besoin de vous? Merci. Bien sûr, nous avons des recommandations. Bon, la première recommandation d'abord est une prise de conscience. Voilà. Quand il y a infertilité, c'est-à-dire l'obtention d'une grossesse se fait attendre plus de 2 ans, voire même 1 an maintenant selon l'OMS. Ce délai de 2 ans est ramené à 1 an. Il faut consulter. Et il faut se mettre en tête que ça peut être l'homme qui est en cause comme ça peut être la femme. Et non, comme la tradition le disait, la femme seulement. Voilà, et il faut se rendre à l'hôpital, consulter un médecin ou un bilan. On a vu aussi il y a quelques années ici, même il y a quelques mois, des femmes qui étaient à la solde des soi-disant tradithérapeutes. On en vient tout à l'heure. Voilà. On continue. Allô? Allô? Bon. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Madame Silla Fatoumata. Madame Silla, Madame Silla. Madame Silla, oui. Madame Silla, oui. Si vous regardez la télévision, déplacez-vous. Il y a un écho énorme. Voilà, déplacez-vous. Vous ne pouvez pas, voilà. Ok, je me suis déplacée. Très bien. Je vais poser une question à docteur. Allez-y, nous vous écoutons. Si, comme par exemple mon mari, son sperme est un peu faible. D'accord. Comment on va faire? Alors, les spécialistes sont là pour vous satisfaire. Merci beaucoup. Oui. Elle dit que son mari, voilà, le sperme est faible. Voilà. Merci. Professeur, vous parlez, puis docteur Diallo aussi après. D'accord.
Merci. Nous avons des appels et il faut être un peu plus rapide. Oui. Pratiquement, bon, comme elle le dit, elle dit que son mari a un sperme faible. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut se rendre à l'hôpital, consulter un médecin spécialiste en ces problèmes de reproduction. À l'issue de la consultation... Un neurologue, vous par exemple, il doit vous voir... Bon, pratiquement un gynécologue ou bien un neurologue. Okay. Mais généralement, le couple voit le gynécologue d'abord. Maintenant, en cas de besoin, du côté de l'homme, maintenant, le gynécologue peut solliciter l'urologue. Vous travaillez souvent ensemble. On se complète. L'urologue, vous vous complétez dans le travail. En cette matière. Maintenant, arrivé à l'hôpital, un bilan lui sera fait pour qu'on sache en fait quelle anomalie du sperme qu'il a. Est-ce qu'il y a une oligoasténospermie? Est-ce qu'il y a une azospermie? Est-ce qu'il y a une nécrosospermie? Ainsi de suite. Donc tout ça, c'est le bilan après la consultation qui peut répondre à cette question et éventuellement permettra de planifier la prise en charge. D'accord. Docteur Diallo, voilà, là je voudrais insister sur le fait qu'au niveau de ces anomalies, parfois il y a un problème assez sérieux, c'est l'azospermie, c'est-à-dire l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. Vous avez le liquide. En fait, ce n'est pas seulement le liquide qui est là. Voilà. Les spermatozoïdes, ils sont complètement absents. Nous appelons ça azospermie. Vous ne pouvez pas au microscope le voir. Dans ce cas, il est extrêmement important de savoir si cette azospermie est sécrétoire ou excrétoire. Parce qu'elle a prise en charge en deux pans. Si elle est sécrétoire, ça veut dire que les cellules qui sécrètent les spermatozoïdes sont atteintes. Donc, il y a les cellules là-bas qu'on appelle les cellules de Leydig, du testicule. Donc, quand ces cellules sont mortes, les spermatozoïdes ne sont pas produits. L'homme peut éjaculer du sperme. En ce moment, les spermatozoïdes n'existent pas dans les spermes éjaculés. Donc là, c'est un problème. Maintenant, quand cette azospermie est excrétoire, c'est-à-dire les spermatozoïdes sont sécrétés, quand vous ponctionnez les testicules, vous trouvez des spermatozoïdes, c'est qu'il y a un obstacle qui les retient et qui les empêche de venir. En ce moment, on peut envisager d'autres solutions thérapeutiques qui sont beaucoup plus simples. Mais au cas où il n'y en a pas, c'est difficile en Guinée. Parce que vous savez, la loi ne nous autorise pas de faire l'insémination avec sperme du donneur. Il y a des pays où ces lois sont votées et c'est autorisé. Et pour le moment, on n'a pas une banque de sperme. Donc, je voulais rajouter cela, madame. Merci. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Voilà. Vous avez une question pour nos invités? Oui, je vais d'abord dire merci vraiment aux médecins du service que vous êtes en train de rendre à la population. Moi, j'ai juste des petites questions. Vous avez combien de questions? Très rapidement. Une femme de 25 ans a 25% de chance pour la conception. Messieurs, parlez un peu plus fort. Donc, moi, je veux savoir, si une femme de 25 ans, Messieurs. 25% du sang, à quel âge de la femme alors qu'on pourrait atteindre au moins 50 ou 70%? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, les médecins disent qu'il faut, moi on m'a dit en français, qu'il faut 20 millions dans le suprême. Donc 20 millions ou 10 millions, est-ce qu'un million ne suffira pas? Bon, si il y a une dernière question, c'est de savoir, c'est de faire le sondage, la pourcentage d'infécondité entre la femme et l'homme. Qui est responsable, mon frère? Merci. Franchement, professeur, vous avez compris quelque chose? Oui. Je crois qu'il a posé 3 questions. Oui. Merci. Je pense que sa première question, il s'interroge sur le chiffre qu'on a donné, une femme de 25 ans a 25% de chance de concevoir par cycle. Voilà. Et il dit que quand est-ce ce chiffre-là pourra passer à 50%. Bon, ce chiffre-là, pour le moment, selon les études, se limite à 25%. Il n'est pas passé à 50%. C'est selon les statistiques. Parce que la fertilité, c'est une question de probabilité. Ces 25% de chance-là signifie que pratiquement un quart des femmes qui font régulièrement des rapports sexuels et qui ont 25 ans ou moins peuvent concevoir en l'absence d'anomalie. Mais c'est une façon aussi de dire que les autres
3 quarts qui ne conçoivent pas en un mois ne sont pas forcément aussi malades. C'est parce que seulement, peut-être les rapports sexuels n'ont pas lieu au voisinage de la période ovulatoire, comme le disait mon collègue Dr Hadi, en rappelant la durée de vie de l'ovule qui n'est que de moins de 24 heures généralement, et le spermatozoïde qui est de 3 jours, soit 72 heures. Maintenant, sa deuxième question, il a demandé les pourcentages, la répartition des causes chez l'homme, chez la femme. Bon, là aussi, selon les statistiques, la femme est responsable de l'infertilité dans 30% des cas, l'homme dans 30% et le couple dans 30%, c'est-à-dire l'homme et la femme. Parce qu'il peut y avoir un couple où l'homme a des problèmes, la femme aussi. Et dans 10%, on ne retrouve pas de cause. On parle ainsi d'infertilité inexpliquée. Très bien. Je ne me rappelle pas de sa troisième question. Mais même moi, je voulais lui dire d'élever un peu la voix, mais malheureusement, je crois que ça va être la dernière question. Très rapidement. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Déplacez-vous, s'il vous plaît. La dernière question, très rapidement, on n'a plus le temps, c'est fini. Est-ce qu'on doit même reprendre? Allô? Allô, oui, allô? Vous avez une question? Oui. Très rapidement, là, on n'a plus le temps. Est-ce qu'une femme... Allô? Oui, parlez plus fort, on vous entend. Parlez un peu plus fort. J'ai entendu parler que le fait d'une femme de ferme. J'ai posé quelques questions. On me dit que ça se ferme que si, à condition que vous êtes enceinte. Malheureusement, on ne décrypte pas ce qu'elle dit, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Très rapidement, professeur, un message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, un message aux autorités et pour aussi le docteur Diallo. Très rapidement, on n'a pas le temps et l'émission prend le temps imparti à arriver à sa fin. La télé, c'est le temps. Allez, rapidement, professeur. Merci bien. Bon, c'est qu'on doit retenir que l'infertilité est un problème social fréquent de partout dans le monde et elle mérite une prise en charge adéquate car dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions du monde, y compris le nôtre, en dehors du problème social que cette situation crée, il y a également d'autres situations où l'incapacité à faire un enfant peut faire en sorte que la femme soit victime de marginalisation, de divorce, voilà, d'agression psychologique, d'agression physique. Elle est même parfois déshéritée. Voilà. Et donc, nous lançons un appel aux autorités de nous aider à améliorer les moyens de prise en charge de cette infertilité. Notamment, non seulement le laboratoire permettant de faire les dosages hormonaux, de la cystoscopie également, qui est une méthode endoscopique qui nous aide au diagnostic. Voilà. Concernant les dosages, ils coûtent très cher dans le privé. Généralement, ce n'est pas la bourse de tout le monde. Alors, est-ce que... Un mot seulement, on a fini. Il y a le temps, on me signale que le temps, c'est le temps. Allez, alors, nous conseillons à nos sœurs, nos tantes, nos mamans de consulter en cas de problème. Très bien. De consulter et surtout au bon endroit, un spécialiste de gynécologie. Voilà, consulter au bon endroit, c'est le dernier mot du docteur Hadi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le dimanche prochain et nous allons développer d'autres thématiques ici sur ce plateau et avec d'autres invités émérites également. Merci à l'équipe du jour qui concocte et qui réalise cette émission. Je rappelle que nous étions avec professeur Baldé Ibrahima Souri, médecin gynécologue, obstétricien, échographiste à la maternité de l'hôpital national Ignace Dine, maître de conférences agrégé des universités, point focal en Guinée du groupe interafricain, études de recherche et d'application sur la fertilité. Je corrige le mot, c'est girafe.
Voilà, c'était nos invités et docteur Mamadou Hadi Diallo, maître assistant en service aussi à Donka. C'est pas ça? Très bien. C'était nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et merci encore une fois. Au revoir et à très bientôt.